Donc, bonjour à tous, je suis Camille Lepetit, doctorante en deuxième année au sein de l'UMR-EIO, sous la direction de Jean-Claude Gardner. Et je vais vous présenter mon sujet, donc vulnérabilité des écosystèmes des monts sous-marins de Polynésie française face au forçage. D'abord, je vais commencer par vous présenter les monts sous-marins, qui sont des écosystèmes atypiques. Ce sont des élévations du plancher océanique qui forment des montagnes sous-marines d'une altitude minimale de 1000 mètres au sens strict et qui trouvent leur origine dans le volcanisme de Point Chaud et la tectonique des plaques et le volcanisme associé. Ce sont des écosystèmes qui sont situés au cœur des océans, donc souvent très éloignés des côtes et à de très grandes profondeurs. Ils sont donc très difficiles d'accès, ce qui explique le manque de connaissances à leur sujet. Pourtant, il y en aurait plus de 33 000 dans le monde, selon cette estimation de Yesson et al., représentant près de 5% du plancher océanique et près de 140 000 collines sous-marines, donc, qui sont des monts sous-marins qui ne respectent pas cette définition stricte d'une altitude minimale de 1000 mètres. Depuis leur découverte, les monts sous-marins ont été associés à divers paradigmes et à des caractéristiques exceptionnelles. En premier lieu, on dit que ce sont des oasis d'abondance, parce qu'ils sont associés à de fortes abondances pour de nombreux taxons à différents niveaux trophiques. Donc d'abord à la base de la chaîne alimentaire, au niveau du phytoplancton, jusqu'en haut parmi les grands prédateurs, chez les thonidés et les requins océaniques. Et la photo que je vous ai mise en illustration, c'est une photo de poulpes qui ont été retrouvées en 2018 sur le mont sous-marin Davidson. Ils ont retrouvé plus de 1000 poulpes donc dans cette position, tentacules vers le haut, en train de couver leurs œufs dans ce qui est la plus grande nurserie jamais observée chez ces poulpes. Donc les monts sous-marins sont des zones de forte production biologique avec d'importantes possibilités pour la pêche. Un deuxième paradigme souvent associé aux monts sous-marins est le fait que ce sont des points chauds de biodiversité. Ils sont associés à de fortes richesses spécifiques, que ce soit en invertébrés, en poissons benthiques, mais aussi en poissons pélagiques. Ils sont également associés à de forts taux d'endémisme, et on y retrouve des espèces rares, comme ce spécimen de Dumbo octopus. Les monts sous-marins ont donc un rôle structurant pour la biodiversité à l'échelle locale. Donc, oasis d'abondance, des hotspots de richesse spécifique, des hotspots d'endémisme. On dit aussi qu'ils ont un rôle clé pour la connectivité, puisqu'à travers l'hypothèse des stepping stones, et qu'ils serviraient de zones refuge. Donc, les monts sous-marins sont des zones d'enjeu majeurs pour la biodiversité. Mais les monts sous-marins sont également des écosystèmes menacés. En premier lieu, parce que ce sont les cibles de la pêche dans tous les océans, aussi bien dans le compartiment pélagique que dans le compartiment benthique. Ils sont également la source d'un intérêt grandissant pour l'exploitation de leurs ressources minérales, comme les nodules polymétalliques, les encroûtements cobaltifères, le nickel, etc. Ces exploitations, pêche et exploitation minière, ont forcément des impacts directs très importants, mais également des impacts indirects. Les monts sous-marins sont également soumis, comme tous les écosystèmes de notre planète, aux conséquences du changement global, réchauffement climatique, acidification des océans et explosion démographique. Donc, voilà ce schéma récapitulatif qui montre que les monts sous-marins peuvent être associés à des caractères exceptionnels d'abondance, de diversité, d'endémisme, avec leur rôle dans la connectivité, mais qui sont menacés à la fois par la pêche industrielle, l'exploitation minière et le changement global. Au niveau de la Polynésie française, donc qui est située au cœur de l'océan Pacifique, qui est celui qui regroupe le plus grand nombre d'îles et de monts sous-marins, on a donc un pays composé de 118 îles et 260 000 habitants qui repose sur 3 piliers économiques que sont le tourisme, la perliculture et la pêche. Ces 3 piliers économiques reposent tous sur l'écosystème côtier ou lagonaire et dépendent de la bonne santé de l'écosystème. Mais ces 3 piliers ont également fait face à de récentes difficultés. Pourtant, la Polynésie française pourrait reposer sur d'autres piliers puisqu'elle dispose d'une immense zone économique exclusive. Dans cette zone économique exclusive, il y a de très nombreux monts sous-marins, puisque Yesson et al. En ont recensé plus de 760, qui représentent 10% du plancher océanique, soit 100 fois la surface des terres émergées en Polynésie française. Ces monts sous-marins représentent également une part importante de la pêche pélagique, avec notamment la pêche des thons obèses, jaunes et germans aux alentours. Ils représentent aussi une possibilité d'exploitation des poissons benthiques que sont les parous. Les monts sous-marins représentent donc des zones très importantes pour la pêche en Polynésie française. Et il y a également un intérêt pour leurs ressources minérales, notamment en encroûtement cobaltifère, suite à l'expertise collégiale menée en 2016 par l'IRD sur les ressources minérales profondes de Polynésie française.
Les monts sous-marins sont donc des zones d'enjeu majeurs pour les développements de la Polynésie française, mais les effets de la pêche, du changement global et une exploitation minière potentielle sont des sources de vulnérabilité pour ces monts sous-marins. C'est dans ce cadre-là que je mène ma thèse, donc vulnérabilité des écosystèmes des monts sous-marins de Polynésie française face au forçage, dont les objectifs sont d'abord de comprendre la structure et le fonctionnement des écosystèmes des monts sous-marins de Polynésie française et d'évaluer la vulnérabilité de ces écosystèmes face au forçage, que peuvent être donc par exemple l'exploitation halieutique ou l'exploitation minière. En termes d'approche méthodologique, donc, nous partons du global vers le local, avec dans un premier temps, pour caractériser la structure et le fonctionnement des écosystèmes, une synthèse bibliographique à l'échelle mondiale et à l'échelle régionale, une analyse de données locales au niveau de plusieurs régions du Pacifique et ensuite spécifiquement sur la zone économique exclusive de Polynésie française. À partir de ça, on pourra aller vers l'évaluation des effets des forçages à l'échelle locale. Donc, dans un premier temps et dans cette présentation, je vais insister surtout sur la première partie, à l'échelle mondiale, la synthèse bibliographique, puisque c'est la partie qui est la plus avancée, et je pourrais vous parler de l'analyse de données locales dans la partie plutôt perspective, puisque c'est en cours de traitement. Donc d'abord pour la synthèse bibliographique, j'ai mis en place une base de données pour exploiter les informations retirées sur toutes les publications analysées. Donc l'objectif est de lier des données techniques sur ces publications, donc les méthodes d'échantillonnage, les méthodes d'analyse, les taxons visés, ainsi que des données géomorphologiques propres aux monts sous-marins, la hauteur des monts sous-marins étudiés, la profondeur de leur sommet, leur position géographique, ainsi que des données écologiques. Donc, quels sont les effets des monts sous-marins sur différentes composantes de la biodiversité, par exemple l'abondance, la richesse spécifique, et est-ce qu'il y a des conclusions dans ces articles sur différents paramètres structurant la biodiversité, comme par exemple la profondeur. Donc, dans cette synthèse bibliographique, j'ai regroupé le travail de plus de 330 articles publiés dans des journaux de rang A, et qui étudie plus de 450 monts sous-marins. Donc, je vous présente ici voilà, la table de la relation que peut donner ma base de données, avec donc différentes tables. Une table qui caractérise les études, une table qui caractérise les méthodes d'échantillonnage, les méthodes d'analyse, les effets des monts sous-marins sur la biodiversité, les paramètres structurants et les caractéristiques des monts sous-marins étudiés. Donc, je vais vous présenter mes premiers résultats. Avec en premier lieu, ce qui est mis en évidence dans cette synthèse, c'est que la structuration de la recherche est particulièrement déséquilibrée. Donc, on peut voir sur ce graphique la fréquence d'études des monts sous-marins. Donc, dans la partie à gauche du graphe, ce sont les monts sous-marins qui ont été étudiés une seule fois. Vous voyez qu'ils sont largement majoritaires. Et plus à droite, on voit les monts sous-marins qui ont été étudiés un plus grand nombre de fois. Donc, à l'extrémité droite, un mont sous-marin qui a été étudié 25 fois. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a seulement 8 monts sous-marins dans ma base de données qui ont été étudiés plus de 10 fois, et que parmi ces 8 monts sous-marins, seulement un seul n'est pas dans la zone du nord-est de l'Atlantique. Donc, ça montre déjà un biais sur les zones d'études principales, et en particulier la forte influence des stations de recherche européennes qui étudient dans la zone nord-est atlantique. Il y a donc un mont sous-marin qui a été étudié largement plus étudié que les autres, c'est le Great Meteor Seamount, qui a été étudié 25 fois, alors que le deuxième mont sous-marin le plus étudié n'a été étudié que 14 fois. Avec les 3 monts sous-marins les plus étudiés dans ma base de données, ils représentent 16% des études. Et si on prend les 8 monts sous-marins qui ont été étudiés plus de 10 fois, ils sont représentés par 25%, ou presque un quart des études de ma base de données. Donc ces monts sous-marins sont particulièrement surreprésentés par rapport aux autres, et le problème c'est qu'il manque peut-être de représentativité, en particulier parce que ces monts sous-marins sont tous très très hauts. Ils ont une hauteur supérieure à 3000 mètres contre une moyenne de 1700 mètres pour les monts sous-marins dans le monde d'après Yesson et al. Et en plus, ils ont tous un sommet assez peu profond, inférieur à 350 mètres, alors que la plupart des monts sous-marins ont un sommet plus profond que 2000 mètres. En plus donc de ce manque de représentativité des monts sous-marins les plus étudiés, on a un manque de reproductibilité puisque plus de la moitié des monts sous-marins n'ont été étudiés qu'une seule fois. Donc on ne peut pas savoir si les résultats obtenus au cours d'une étude sur un mont sous-marin sont représentatifs de ce qu'on aurait si on avait reproduit l'étude. Et on a un problème d'intégration des variabilités temporelles. On a également un deuxième problème dans la structuration de la recherche, c'est que certains taxons sont trop peu étudiés. Alors la recherche s'est majoritairement concentrée sur les taxons benthiques, invertébrés et poissons,
et en milieu pélagique sur les poissons et le zooplancton. Mais on a par exemple très peu d'études sur le phytoplancton qui est pourtant à la base de la chaîne alimentaire ou sur les espèces emblématiques. On peut voir ici à gauche de ce graphe les pinnipèdes, les cétacés, les oiseaux et les tortues. Donc la recherche s'est concentrée sur les taxons d'intérêt commercial et certains taxons sont trop peu étudiés, donc on peut avoir des difficultés pour comprendre la structure et le fonctionnement des monts sous-marins, comprendre les interactions trophiques qu'il peut y avoir parmi tous ces taxons et le rôle que représentent ces monts sous-marins pour certains de ces taxons. Un troisième paramètre qui montre que la recherche est incomplète au niveau des monts sous-marins, se voit à travers ce graphe donc que vous voyez à gauche, qui représente les indices utilisés pour évaluer la biodiversité au niveau des monts sous-marins. Donc d'abord, ce qui est flagrant, c'est que l'effort de recherche est en augmentation depuis les années 50. Même s'il faut prendre en compte le fait qu'il y a un biais de l'accessibilité des résultats avec la numérisation des articles, j'obtiens beaucoup plus facilement des articles publiés après 90 plutôt que des articles publiés avant 90. Mais on voit surtout une diversification donc des indices utilisés. Avant les années 2000, la recherche utilisait surtout le nombre d'espèces et la composition spécifique via des indices de distance, alors que depuis les années 2000, on utilise des indices par exemple d'équitabilité, des indices hétérogènes, des indices de diversité génétique, voire taxonomique. Cette diversification des indices et ce manque de diversité est allié avec les différentes composantes les plus étudiées. Sur le graphe de droite, on peut voir que la composante majoritairement étudiée est l'abondance, suivie de la richesse spécifique, de la composition spécifique et de l'endémisme, mais quelques composantes de la biodiversité manquent clairement d'études, par exemple la diversité fonctionnelle et l'équitabilité. Dans mes résultats, ce que j'ai pu constater également, c'était que les paradigmes associés aux monts sous-marins n'étaient pas toujours vérifiés et que cette fois, ils étaient fragilisés. Donc, en premier lieu, le paradigme d'oasis d'abondance. Je vous présente ce graphe où on voit les résultats des études en fonction des taxons, donc de l'effet des monts sous-marins sur l'abondance. En noir, un effet négatif des monts sous-marins sur l'abondance. En rouge, un effet positif. Et en bleu, pas d'effet. Donc ce qu'on peut voir, c'est que tout taxon confondu, les monts sous-marins ont visiblement un effet positif sur l'abondance et que ce résultat global se retrouve chez tous les taxons, sauf deux, le groupe zooplancton et le groupe micronecton céphalopode. Et ceci s'explique par l'hypothèse formulée par Génin et Dauer en 2007, donc de l'hypothèse du piège à plancton, puisque ces taxons-là effectuent une migration verticale qui peut expliquer au cours de leur remontée vers le haut, au-dessus des flancs des monts sous-marins, qu'on a un trou de zooplancton au niveau du sommet. Donc nos résultats semblent montrer que les monts sous-marins sont des oasis d'abondance. A l'inverse, par exemple, pour le paradigme de richesse spécifique, hotspot de richesse spécifique, on a des résultats beaucoup plus contrastés. Au niveau tout taxon confondu, on a presque autant de résultats positifs, donc de l'effet des monts sous-marins sur la richesse spécifique, que de résultats négatifs ou de résultats pas d'effet. Donc il est très difficile de donner comme conclusion le fait que les monts sous-marins ont un effet sur la richesse spécifique, un effet positif sur la richesse spécifique. À partir de ces résultats-là, j'ai un article qui est en phase finale de préparation qui devrait être soumis très prochainement. Et après la synthèse bibliographique, je vais vous présenter la suite du programme. Donc, c'est l'analyse de données locales en perspective, avec donc d'abord une analyse interrégionale et ensuite une analyse spécifique au niveau de la ZE de Polynésie française. Donc à l'échelle interrégionale, c'est une échelle de tout le Pacifique, depuis la Nouvelle-Calédonie jusqu'à la zone centrale, donc la Polynésie française. J'ai recherché les données exploitables et j'ai récupéré des données d'environ 40 campagnes, ciblant majoritairement la faune benthique. J'ai analysé leur contenu et j'ai pris contact avec le chef de mission pour obtenir des informations sur l'homogénéité des résultats. Et donc on va revisiter ces bases de données préexistantes avec de nouveaux objectifs et de nouvelles méthodes. Donc voici une carte de ces campagnes et on va se poser des questions sur les différences régionales qui peuvent être observées dans les communautés benthiques. Est-ce que ces différences concernent certaines composantes de la biodiversité ou d'autres? Est-ce qu'on peut obtenir des tendances comparables entre les îles et les monts sous-marins? Et ensuite, au niveau de l'échelle régionale, spécifiquement sur la zone économique exclusive de Polynésie française, j'ai récupéré 3 campagnes ciblant les taxons benthiques, Muserstorm 9, Tarasok et Bentos, ainsi que 2 campagnes à la palangre. Et on va essayer d'observer les différences régionales entre ces communautés benthiques et
d'identifier les composantes de la biodiversité qui sont concernées. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous pour les doctorales 2020 pour la suite de ces résultats. Merci Mademoiselle Le Petit. Je voudrais juste m'assurer avant de passer la parole au jury que j'ai du coup bien compris ce qu'était le forçage ou les forçages que vous étudiez. C'est donc en gros, je le dis avec mes mots à moi, tous ces phénomènes extérieurs qui viendraient faire pression sur cet écosystème que vous étudiez en particulier. C'est ça, ce sont les perturbations qui peuvent le forcer à évoluer dans un sens ou dans un autre. D'accord. Et alors, je me permets peut-être juste, contrairement au protocole, une question directe. Quel était l'enjeu de tout ce temps passé sur la bibliographie qui est très intéressant parce que ces déséquilibres de recherche que vous avez montrés sont sûrement instructifs, mais quel est l'enjeu direct pour vous, pour votre propre travail sur les systèmes polynésiens ? L'enjeu, c'est d'avoir une idée d'abord générale du fonctionnement à l'échelle mondiale des monts sous-marins. Et en fait, ces monts sous-marins ont été assez peu étudiés, contrairement à d'autres écosystèmes marins. Et pourtant, il y a de très nombreuses reviews qui sont parues à leur sujet et qui donnent des conclusions parfois qui semblent manquer de rigueur sur des bases qualitatives. Et donc ils peuvent formuler et transmettre des idées qui sont fausses ou en tout cas un peu bancales sur l'écologie des monts sous-marins. Et donc l'intérêt de cette synthèse avec des données quantitatives, c'était de réellement peser le pour et le contre de ces paradigmes. Donc autrement dit, avant d'étudier les forçages, vous allez être obligé d'étudier concrètement les monts sous-marins polynésiens. C'est ça, c'est ce qui est prévu avec l'analyse des données locales. On a des listes de communautés qui ont été prélevées et on va d'abord analyser la diversité de ces monts sous-marins. D'accord, merci. Oui, merci Camille pour ta présentation. Alors, bon, tu nous as présenté essentiellement une synthèse bibliographique. Je veux dire, pourquoi pas, hein, je dis toujours à mes étudiants que la première année est consacrée justement à l'étude bibliographique, donc ça paraît assez logique qu'en deuxième année, tu nous proposes comme résultat les résultats d'une synthèse bibliographique. Ceci dit, je me pose quand même quelques questions. La question que je me pose, c'est, bon, à partir de cette synthèse bibliographique, bon, tu as dégagé certaines tendances, tu as aussi commencé à analyser des données. Bon, je pense, en effet, tu peux arriver, hein, parce que, en analysant des données produites par d'autres, en faisant une étude bibliographique, tu peux arriver à certains résultats, tu peux arriver à caractériser un petit peu ces fonds sous-marins, mais je ne vois vraiment pas comment tu pourras étudier l'impact des forçages sur ces monts sous-marins dans la durée d'une thèse qui est quand même assez court, sachant que tu vas manquer de données, parce que c'est pas toi qui vas aller forcer les fonds sous-marins. Donc là, je me pose vraiment des questions. Comment arriveras-tu à évaluer l'impact des forçages ? Avec la bibliographie qui a déjà été faite par d'autres, étudier quelles sont les conséquences directes de l'impact de l'exploitation minière, par exemple, sur les communautés. Si on a des résultats qui disent que l'exploitation minière réduit drastiquement, que ce soit l'abondance, la richesse spécifique ou la diversité fonctionnelle des monts sous-marins, à partir de ces résultats-là, on peut l'appliquer localement. Parce qu'en fait, tu nous as dit que les monts sous-marins ont été analysés pour la plupart une seule fois. Pour évaluer l'impact d'un forçage, il faut évaluer avant et après, en quelque sorte. Et finalement, tu vas manquer de données, là, il me semble, surtout que les monts sous-marins, enfin, d'après ce que tu nous as dit. Hein, donc, voilà, je me pose vraiment une question sur l'objectif de ta thèse. Enfin, le deuxième objectif de ta thèse, hein, qui me paraît difficile à réaliser, quoi. Bon, je continue alors. Moi, j'avais deux questions au regard de certains aspects. Enfin, j'en ai plusieurs, mais je vais juste en poser deux. À un moment, tu as parlé d'effets positifs, d'effets négatifs ou d'effets neutres. Je n'ai pas du tout compris ce que ça voulait dire positif et surtout négatif. Je ne vois pas tellement en quoi un mont sous-marin peut avoir un effet négatif, donc j'aimerais que tu m'expliques ça. Et la deuxième question, tu la prends dans l'ordre que tu veux, c'est tu as fait une réflexion sur le fait qu'il y avait un manque de données sur le phytoplancton. Alors je ne comprends pas du tout pourquoi ça te surprend sur les monts sous-marins.
Pour répondre à la première question sur l'effet positif, l'effet négatif ou pas d'effet, en fait, l'effet positif concernant l'abondance ou la richesse spécifique, c'est l'observation que les monts sous-marins amènent à plus d'abondance ou à plus de richesse spécifique. À l'inverse, l'effet négatif, c'est l'observation que les monts sous-marins amènent à une abondance moindre ou à moins de richesse spécifique. Par rapport à un environnement d'à côté, témoins, qui peuvent être soit selon les études, le plancher océanique, pas mon sous-marin, soit la pente des îles, soit des pentes des îles. Et pour la deuxième question, non, je ne m'étonne pas du fait qu'il y ait peu d'études sur le phytoplancton, mais je voulais montrer que c'est un manque dans la recherche, puisque c'est la base de la chaîne trophique et qu'il faudrait que ce soit plus étudié. Ben, comment ça peut être la base d'une chaîne trophique là où il n'y a pas de production primaire? On est sur des monts sous-marins, on est en dessous de la profondeur de compensation, et voire même très largement en dessous. Ta base de la chaîne trophique, c'est pas le phytoplancton dans ces milieux-là. Donc, enfin bref, c'est pas ton sujet d'étude, mais voilà, c'est pas surprenant. Hein. D'accord. Bonjour Camille. Juste une ou deux petites questions. Donc, on voit que, en fait, au niveau des données, il manque beaucoup de données. Quelle est votre stratégie en fait de terrain, en fait, ce qui va apporter un peu de richesse à ce manque de données sur les monts sous-marins? Quels sont les moyens que vous allez développer, qui est prévu à cet effet pour avoir ce genre de données? Et juste après, une petite question qui fait le lien avec la première présentation. Avez-vous observé, est-ce qu'il y a des études en cours sur les impacts éventuellement des plastiques, et à ce niveau, a-t-il été observé la présence sur ces éléments sous-marins d'accumulation éventuellement de déchets potentiellement impactants aussi sur l'écosystème des monts sous-marins au niveau des plastiques? Merci. Alors pour la question du terrain, il n'y a pas de terrain qui est prévu dans ma thèse, donc on va juste utiliser les données préexistantes que je vous ai présentées des différentes campagnes. Et pour la question des plastiques, j'ai pas d'article qui cible spécifiquement cette problématique, mais effectivement j'ai vu passer la semaine dernière des photos qui ont été prises en Méditerranée, notamment sur des monts sous-marins où il y avait énormément de déchets plastiques et surtout de macroplastiques, puisque c'était des photos. Voilà. L'étude de l'ADN environnemental est très à la mode en ce moment. Est-ce qu'il y a certaines études qui ont utilisé ça pour, par exemple, identifier des micro-organismes? Oui, j'ai trouvé une étude qui utilisait de l'ADN environnemental pour traquer des raies manta au niveau des monts sous-marins. Merci. Selon vos résultats, vous pensez à suggérer de mettre en place des aires marines protégées pour les monts sous-marins? Ou c'est quoi vos idées? Oui, l'idée c'est de produire des connaissances de base qui pourraient ensuite servir aux décideurs pour voir s'il y a des zones qui souhaiteraient conserver ou en tout cas appliquer des mesures de management particulières à partir de ce qu'on proposera. Mais toujours en étant une base, on n'obtiendra pas de réponse précise à tel endroit il faut conserver ou pas. Et il y a déjà des monts sous-marins qui sont protégés? Dans le monde, oui, il y a déjà des monts sous-marins qui sont protégés et il y en aura certainement qui seront inclus dans la zone protégée qui va être mise en place aux Marquises.